Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre que j'ai reçu cette année en service presse, un livre de Laurent Espinosa, Connecter l'âme à la matière aux éditions Elios. Euh, Tout d'abord, désolée pour ce petit fil qui est certainement pas très photogénique, mais j'ai cassé le fil de mon micro et je sais qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une mauvaise qualité sonore pour écouter une présentation. Je recevrai le nouveau demain et tout sera rétabli. En attendant, on va faire avec ça. Alors, dans cette collection aux éditions Elios, on a beaucoup de livres qui parlent vraiment de spiritualité, de choses qui sont parfois pas forcément incarnées, mais ce livre-là, pour moi, il est très incarné. Alors, il s'appelle Connecter l'âme à la matière, il porte bien son nom. On aurait pu aussi l'appeler Comment trouver sa place, hein, comment trouver ma place dans ce monde. C'est un livre que j'ai eu du mal à aborder parce que j'en avais plein d'autres et que ça demandait quand même un petit investissement personnel. Mais aujourd'hui, après avoir réalisé pas mal d'exercices proposés dedans, j'ai envie de vous proposer une approche pour que vous puissiez décider en conscience si vous avez envie de vous le procurer, s'il peut vous apporter quelque chose dans votre démarche personnelle, quotidienne, incarnée et aussi spirituelle. Alors, Laurent Espinosa, je ne connaissais pas, c'est un entrepreneur coach. Il se présente comme ça. Il a une chaîne YouTube, donc je suis allée voir un peu comment il se présentait. Je le trouve éminemment sympathique. Il a un bel accent du sud-ouest. Et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Alors, pendant la première partie de ce livre, dans tout ce qui est introduction, etc., il nous parle de l'importance de prendre sa place dans le monde. Et bien évidemment, ça va surprendre personne, hein, c'est important de prendre sa place, mais pour prendre sa place, il faut respecter quelques étapes. Et la première étape, c'est de se connaître soi. Et se connaître soi, c'est pas toujours si évident parce que souvent on pense qu'on se connaît bien. Et moi, je pense que je me connais bien. Et en fait, c'est hyper présomptueux parce que quand j'ai réalisé des exercices, notamment sur les valeurs, les croyances, c'est encore autre chose, mais sur les valeurs sur lesquelles je me construis, je me suis rendu compte avec sa méthode proposée, que c'était pas si évident que ça et que ça permettait d'avoir des éclairages supplémentaires qui vraiment j'ai trouvé ça très pertinent et moi, ça m'a apporté. Donc, bon, je vous présente ma vision. Donc, la première étape, c'est de se connaître soi, bien évidemment. Mais on est tellement nombreux à ne pas se connaître parce que justement, on est dans le persona. Le persona, c'est ce visage social dont parle Jung. Et ce visage social qui est très, très éloigné du soi et du moi, finalement. La deuxième étape, c'est de savoir comment exprimer à l'autre sa place, son positionnement. Et dans ce livre, il va également nous donner des clés avec des exercices pratiques à réaliser pour savoir justement où on en est, si on l'apprend plus ou moins bien, si on est plus ou moins équilibré, déséquilibré, etc. Et la troisième étape, ça va être de s'occuper de la terre. Alors là, oui, ça, je suis tellement d'accord parce qu'on a aujourd'hui, avec l'émergence de ces nouveaux métiers que personnellement je pratique depuis hyper longtemps, mais j'ai vu effectivement beaucoup de personnes qui se jettent à corps perdu, entre guillemets, dans la spiritualité, tout confondu comme métier, et qui sont là en disant mais moi je veux aider la terre, le monde, etc. Mais on se rend compte, souvent dans les stages, moi en tout cas je m'en rends compte, mais sans jugement, avec beaucoup de tolérance, parce que tout le monde passe par ces phases, que s'occuper des autres, s'occuper de la terre, c'est bien, mais si on n'a pas fait les deux premières étapes, ça risque de porter plus de déséquilibre qu'autre chose, et finalement de nous donner ce rôle du sauveur. Et voilà, ça, je trouve que c'est pas très intéressant, ni pour soi, ni pour les autres. Donc il y a une introduction de ce type-là. Il parle également de son parcours, de son lien avec les mondes subtils, hein, notamment sa capacité extrasensorielle de clairvoyance qui l'amène à voir les défunts depuis sa plus jeune enfance. Comment il s'est recentré sur la vie, parce qu'effectivement, quand
ce canal est ouvert dès l'enfance, ça peut être quand même perturbant pour se construire justement dans la société, etc., etc. Bon, bref, vous découvrirez tout ça, je ne vais pas tout vous raconter. Ça, c'est pour tout le premier chapitre. Ensuite, on a un autre chapitre qui s'appelle « Écouter et nourrir l'âme ». Nourrir son âme, c'est apprendre à l'écouter et à lui donner ce dont elle a besoin. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours faire. Et si on vous dit, mais écoutez votre âme et nourrissez-la de ce dont elle a besoin, vous allez dire, bah ouais, mais moi je ne sais pas l'écouter, mon âme. Et oui, c'est souvent le problème. Donc il y a plein de pistes de réflexion par rapport à ça, puisque c'est vraiment, alors là je vous montre des pages vides, mais pour écouter, déjà apprendre à écouter son âme, on peut faire des exercices pratiques dans la matière sur définir notre vision de la vie. J'aime beaucoup cette approche plutôt que de dire c'est quoi ma mission de vie, parce que ça met un objectif qui n'est pas en lien pour moi avec la spiritualité incarnée. Donc ma vision de la vie, ma vision de après la vie, est-ce que je crois aux anges, aux fées, etc. Je vous assure, il y a marqué fées. Alors, moi, les fées, vous savez, bref. Quand une épreuve difficile arrive, je comprends que je vis sur cette terre, etc. Il y a toute une proposition d'exercice à faire pour identifier ses croyances et les modifier. Parce que bien évidemment, vous savez qu'on est pétri de croyances limitantes, bloquantes, et on a aussi des croyances qui nous aident, hein, mais on a plus des croyances qui nous limitent que le contraire. Donc parfois, quasiment dans 90% des cas, une fois qu'on a identifié une croyance qui nous empêche, on a désamorcé tout ce qui est charge négative associée à cette croyance. Et ça nous pousse à une action différente. Donc, ce n'est pas toujours facile de le faire. Moi, c'est un exercice que je fais couramment dans ma formation sur les lectures akashiques, parce que bien évidemment, notre monde, notre réalité est construite sur ces croyances. Et est-ce que nous vivons notre meilleure réalité en fonction de nos croyances? Si ce n'est pas le cas, eh bien effectivement, l'idée c'est d'apprendre à identifier ces croyances, les faire remonter à la surface pour se dire oui, mais en fait ça c'est une croyance et c'est pas à moi. Et Laurent, j'allais l'appeler Philippe, Laurent propose des petits exercices justement pour faire le vide en soi, calmer le mental et décortiquer ce qui fait que nous avons des croyances limitantes qui nous empêchent de prendre notre place. Et une fois qu'on a fait tout ça, et c'est vrai que c'est un travail à faire de prime abord, on est prêt pour prendre sa place. Et c'est le chapitre 3. J'ai bien aimé aussi cette idée de nourrir chaque domaine de notre vie, parce que évidemment on peut pas, alors même si effectivement je suis complètement d'accord avec lui, on est un être spirituel qui faisons une expérience matérielle pour en objectif d'évolution d'âme, on est quand même incarné ici, c'est pas pour rien, c'est pas pour nier l'incarnation, et c'est important de son point de vue, donc, que je partage, donc je peux vous le donner, d'équilibrer notre énergie vitale, l'énergie vitale que l'on va proposer aux activités qui font notre vie pour ne pas être en carence, en déséquilibre. Alors il propose des petites choses très pratiques, des petits exercices très pratiques pour voir effectivement si on est en équilibre professionnel, physique, mental, avec nos croyances, etc. Ça, c'est sûr que moi, mes croyances, je ne les nourris pas beaucoup. Hein. J'en ai encore, on en aura toute notre vie. Mais mon Dieu, que c'est agréable hein, de mettre à jour les croyances qui nous empêchent. Et cette énergie vitale, pour moi, ça part d'un principe de médecine chinoise qui fait qu'on a 7 énergies vitales de base dans notre vie. Et qu'est-ce qui va venir à la carencer
je digresse, je digresse. Donc lui permet, avec ses exercices pratiques, vraiment d'identifier quelle partie de notre vie est en équilibre, quelle partie est en déséquilibre. Après, c'est fonction de chaque individu. Moi, perso, j'ai besoin de nourrir tout ce qui est ma partie émotion, physique. J'ai besoin de nourrir mon cercle personnel, professionnel, beaucoup moins le social. C'est aussi pour ça que j'aime faire des vidéos, parce que je suis en lien, mais sans avoir à être en lien, c'est terrible, hein. J'ai besoin aussi de nourrir mon couple. Bon, bref, ces exercices qu'ils proposent sont intéressants parce qu'ils nous permettent vraiment d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie. Alors ça, c'est peut-être aussi une valeur que j'ai, mais bon, je pense que c'est une valeur qui peut parler à beaucoup de monde. Ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant dans ce chapitre, c'est l'exercice qui nous permet d'identifier nos valeurs principales. C'est vrai qu'on se construit sur des valeurs. Ces valeurs-là, elles vont nous accompagner toute notre vie. Et même si on pense les connaître, je me suis rendu compte en réalisant cet exercice que la façon dont il le proposait, ça me permettait d'identifier parmi toutes mes valeurs quelles étaient les fondamentales. En fait, il propose un exercice pour permettre de trouver ces 3 valeurs principales. Donc au départ, on a un tableau avec énormément de valeurs. Vous voyez, j'ai fait tout l'exercice, mais là, il m'a beaucoup apporté celui-ci. J'ai fait tout l'exercice et j'ai identifié les 10 valeurs qui me parlaient le plus, et après, je les ai mises une par une en lien avec les autres, etc. Juste toutes. Ça prend un petit moment. Et j'ai identifié mes 3 valeurs principales qui mettent du coup en retrait les autres qui, je croyais, étaient importantes pour moi. Alors moi perso, après avoir fait cet exercice, mes valeurs principales sont l'accomplissement, la liberté, la vie spirituelle. Alors si vous avez envie de voir, je vous invite à faire cet exercice. Il est vraiment, il est très très complet. Il change un peu de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ça a été sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je ne sais pas si c'est dans cette partie du livre ou après. Non, c'est peut-être... Ah non, c'est après. Donc tout va bien. J'avais dit que je ferais une présentation courte. Donc, une fois qu'on a identifié ces valeurs principales, on est prêt pour écrire le script, le scénario de notre vie qui va s'orchestrer autour de ces valeurs principales. Bon, ça, je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai juste pensé. Finalement, j'y suis pas trop mal. J'ai quand même des ajustements à faire. Force, faiblesse à identifier, etc. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Après, dans ce chapitre, pour prendre sa place, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est votre intelligence. Alors, les tests, c'est un questionnaire, vous voyez, avec quelque chose d'assez complet pour voir où on en est, quelle est notre intelligence verbale, linguistique, logique, mathématique, visuelle, spatiale, interpersonnelle. Je suis nulle en interpersonnel. Intrapersonnel, non, je suis nulle en interpersonnel. Intrapersonnel, alors là, j'ai fait péter les plafonds. Kinesthésique corporelle, musicale, c'est pas génial aussi, hein, pour quelqu'un qui fait du piano, c'est pas génial. Mon intelligence naturaliste, non plus, elle n'est pas géniale. Bon, bref. En quoi ça peut nous aider à prendre notre place, ces formes d'intelligence qu'on va identifier chez nous. Alors moi, j'ai identifié mes 4. Là, il y a 1. Ben, ça va nous permettre aussi de mettre en lien ce qu'il y avait avant par rapport à nos valeurs, etc., etc. Je cherche d'autres choses. Ah, voilà. Ça va nous permettre aussi d'organiser notre vie. Parce que là, il y a toute... je suis peut-être un peu confuse, mais bon, ce livre est très très riche. Alors du coup, je vous présente plein de choses. Je ne veux pas que ce soit trop long. Vous avez aussi, après avoir identifié tout ça, des pages pour vous aider à identifier les habitudes que vous avez, celles que vous avez envie de conserver parce qu'elles sont en lien avec qui vous êtes dans vos intelligences exacerbées, ou etc. Et
il y a tous ces exercices qui amènent à organiser sa vie. Alors, cette partie commence par les clés de la gestion du temps et il parle de 5 lois qui peuvent être adaptées justement, et c'est ça aussi que ça, en fait c'est ça qui m'intéresse dans ce bouquin, c'est que ça ne me parle pas que de spiritualité. J'adore lire des livres que sur des concepts ésotériques, théologiques, philosophiques, etc. Celui-ci, il est... si j'adore ça, si j'adore faire ça, moi dans ma vie, comment je peux organiser ma vie justement pour m'accomplir de ce côté-là. Et ça passe par une gestion du temps. Parce que même si de l'autre côté, le temps n'est pas linéaire, etc., ici, on est soumis à cette loi physique du temps. Et la gestion du temps, ça s'organise. Alors, moi, j'ai lu ces 5 lois, la loi de Parkinson, la loi de Carlson, le principe d'Illich, les 80-20, qui ne sont pas les mêmes qu'en naturopathie, et la loi de Mackenzie. Et effectivement, je me suis rendu compte à titre perso que dans ma façon de fonctionner, je suivais plutôt le principe de Parkinson. Et c'est intéressant de voir comment ça peut être aidant pour ce que j'ai à faire et comment je pourrais peut-être trouver dans une autre loi quelque chose qui m'aidera à mieux gérer mon temps. En tout cas, tout ça, je vous le laisse aussi à découvrir. On parle aussi de la méthode NERAC que je ne connaissais pas. Alors NERAC, ça veut dire noter, estimer, réserver, arbitrer, contrôler. Moi, ça me parle parce que en fait, dans mes formes d'intelligence, j'étais très surprise, mais j'ai pété les scores aussi sur logique et mathématiques. Bon, bref, ça n'a rien à voir finalement la logique et les mathématiques avec mes notes en maths à l'école qui étaient minables. Voilà, donc cette méthode-là, elle est très bien expliquée aussi, donc je vous invite à découvrir. Je ne vais pas vous faire tout le bouquin. Très intéressant, ça. Voilà, et ça aussi, je passe au regard. Il y a plus de 35 exercices. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, ah oui, ça quand même aussi, ce petit croquis, il est super intéressant. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a des illustrations qui sont en noir et blanc, certes, mais qui sont très jolies, qui sont dessinées par notamment Nathalie Alfonso ou quelque chose comme ça. Voilà, qu'elle me pardonne si j'ai mangé son nom, mais au moins je voulais parler d'elle. Voici ce petit graphique super intéressant. L'idée de ce livre, c'est prendre sa place dans le monde. Prendre sa place, ça ne peut pas dire être égoïste. Être égoïste dans la version judéo-chrétienne que je déteste. Prendre sa place, c'est cet alignement avec soi qui va permettre finalement de rayonner dans le monde et puis d'accompagner de la meilleure façon possible aussi. Tout ce qui peut empêcher de prendre sa place, les doutes, l'épuisement, la fausse humilité, la souffrance, le sentiment d'échec, le regard des autres, etc., etc. Tout ça, c'est des freins qui sont inconscients. Et avec les exercices, on peut les identifier. L'échec est le fondement de la réussite, Lao Tse. Ben oui, c'est vrai. La fausse humilité. Ouais, c'est vrai, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Pourtant, c'est intéressant. C'est toujours... on la voit, la fausse humilité. Ouais. Ne pas laisser l'ego dire « je suis une belle personne » ou lorsque parfois les autres nous encouragent, nous félicitent, nous pensons avoir une attitude de déni, de non-acceptation alors qu'au fond de nous, nous mourrons d'envie de crier que nous sommes fiers de nous-mêmes et que nous sommes merveilleux. Punaise, moi, combien d'années j'ai mis à dire que je suis pas trop mal. Waouh, il y a du boulot encore, merci. Voilà, Nathalie Alfonso. Hop, je n'ai pas écorché. C'est joli, hein, je pense que c'est des aquarelles. Et dans cette partie-là, pour créer des projets, hein, puisque effectivement, à partir du moment où on a pris sa place, on va passer en mode action. J'ai remarqué dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, que souvent, les gens
n'engagez pas des actions. Ce qui fait que disent ah mais je suis parfaitement alignée, j'attends que l'univers vienne à moi, machin, truc bidule. Bah oui, mais en fait si tu bouges pas, l'univers ne va pas bouger. Hein. L'énergie que tu mets, l'action que tu vas mettre en place pour créer des projets, créer ta vie rêvée, bah, il faut bien que tu l'inities. Si tu l'inities pas, tu vas aller nulle part, tu vas rester sur place. Et on est vraiment ici pour créer des projets, manifester. Donc ça, c'est dans la dernière partie aussi. Et il y a toute une partie sur la connexion avec l'argent. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que pareil, dans le dev perso, dans la spiritualité, on parle pas argent, c'est pas bien, etc. Non, mais en fait, soyons clairs, les gars, c'est une énergie dont on a besoin pour manifester nos valeurs. Et ben moi, franchement, mes 3 valeurs, je crois que c'était harmonie spirituelle. Je me souviens même plus. En tout cas, c'était accomplissement et liberté. Je me souviens de 2, c'est déjà pas mal. Ben, pour m'accomplir et être libre, j'ai quand même besoin dans la matière d'avoir cette énergie argent pour vivre mes valeurs. Donc ça se met en route. Donc je trouve qu'il remet un discours qui est cohérent par rapport à ça, qui est simple, juste en donnant une image de relier l'âme à la matière par le fil d'argent. Ce fil d'argent qui relie notre corps physique finalement à notre âme, à notre conscience ou à nos corps subtils en tout cas la nuit lorsque l'on dort et que l'on sort pour aller se régénérer, et c'est peut-être pas un fil d'argent pour rien. Voilà. Allez, j'avais souligné ça, j'avais trouvé ça intéressant. Donc je vous le lis. Le lien entre nous, l'âme et l'argent peut paraître étonnant sur un plan spirituel comme sur un plan matériel. Pour moi, non, parce que j'ai fait cette démarche. Et pourtant, c'est pas toujours facile de passer par-delà ces croyances. Hein. Bref, les fameuses. Pourtant, si nous prenons l'analogie du cordon d'argent qui relie l'âme au corps, donc l'astral au monde terrestre, ne serait-il pas intéressant d'imaginer que ce lien d'argent soit un cordon puissant permettant de développer nos capacités humaines ou divines? L'argent est vu par une grande partie de la population comme la solution à leur bonheur ou encore la source de leurs problèmes. En bref, ils seraient responsables de leur épanouissement personnel. En reliant donc l'argent à la spiritualité, à l'âme, c'est ça qui est intéressant, nous pourrions redonner ces lettres de noblesse à cette symbolique métaphysique permettant de concrétiser des projets divins sur le monde terrestre. En fait, ça sert à ça l'argent. Ça sert à concrétiser les projets de notre âme sur Terre. Donc, tout va bien. Je suis super ok avec ça. Moi, perso, peut-être que vous ne l'êtes pas, je vous invite à me le dire en commentaire. Voilà, et puis après, vous avez une petite conclusion, encore quelques dessins et une bibliographie. 22 minutes. Bon, écoutez, je vais arrêter là cette présentation. Moi, ce que j'avais envie de vous partager, c'est mon expérience de ce livre. Si vous pensez qu'il peut vous accompagner, eh bien, écoutez, allez-y. Je pense que ça n'enlève pas la nécessité d'un accompagnement par un professionnel quand on est en grande souffrance. Mais perso, j'ai vraiment eu des éclairages différents par rapport à des sujets sur lesquels je me penche régulièrement. Alors, je dis merci. Et puis, Laura, si tu passes par là, gros bisous. Allez, à tout bientôt et je vous retrouve très bientôt pour une autre présentation. Bye bye.